Je représente l'équipe EpiMact, qui est épidémiologie des maladies chroniques en zone tropicale, qui est anciennement le nouveau nom de l'équipe qui s'appelait avant neuroépidémiologie tropicale, qui est l'équipe de recherche de l'Institut d'épidémiologie de neurologie tropicale du professeur, fondé par le professeur Michel Dumas. Et aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler d'épilepsie en zone tropicale et de la stigmatisation associée à cette maladie et de faire un focus plus particulier sur les femmes et les enfants. Alors, j'ai fait le choix d'être majoritairement orienté sur les femmes parce que le sujet sur les enfants est très vaste et très large et le temps ne suffirait pas pour parler de tout ça. Alors, très rapidement, quelques définitions pour qu'on parte tous sur le même niveau d'information. Donc, c'est l'épilepsie, les épilepsies, puisqu'il y en a plusieurs, est une maladie neurologique non transmissible et donc c'est caractérisé par un trouble au niveau cérébral qui amène à des prédispositions de crise d'épilepsie avec des formes de crise d'épilepsie variables, mais aussi toutes les conséquences de ces crises qui sont sur le plan neurobio, cognitif, psychologique et également social. Et c'est surtout cette partie-là où il y aura des impacts et des spécificités sur la population féminine. Alors, il y a eu plusieurs définitions qui ont été mises à jour régulièrement par la Ligue internationale. La dernière en vigueur est celle de 2014 de Fisher, où on pose le diagnostic d'épilepsie après 2 crises non provoquées espacées d'un intervalle de plus de 24 heures, ou, ça c'est les nouveautés, une seule crise qui est non provoquée toujours, mais avec une probabilité de récurrence d'environ 60%, et cette probabilité est estimée sur des anomalies à l'électroencéphalogramme ou des séquelles au niveau d'imagerie cérébrale. Et puis après, il y a toute la partie diagnostic des syndromes épileptiques qui sont plus prévalents dans la population pédiatrique. Et donc, la partie où l'approche thérapeutique va servir à contrôler la maladie, elle a une action sur les crises d'épilepsie. Et la crise d'épilepsie est définie par l'apparition transitoire de signes ou de symptômes dus à une activité neuronale qui est excessive et qui est anormale au niveau du cerveau. Alors, les étiologies sont diverses, avec des représentations et des prévalences variables en fonction des zones géographiques. On a principalement des causes génétiques, et donc les origines et la variabilité génétique qu'on peut retrouver à l'échelle mondiale peut expliquer certaines variations épidémiologiques qui étaient déterminantes. On a également tout ce qui va être séquelles liées à des traumatismes ou des AVC. Et là aussi, on a une différence entre pays du Nord et pays du Sud. Principalement, si je peux vous donner un exemple sur les séquelles traumatiques provoquées par les accidents de la voie publique, notamment sur les motos, sur les scooters, sans le port du casque obligatoire dans de nombreux pays. Toute la partie malformation au moment de la gestation, soit par exposition à des substances toxiques comme des médicaments pour traiter l'épilepsie, ou d'autres toxiques ou des métaux lourds, ou même des problématiques au moment de l'accouchement et de par une précarité ou un manque de moyens et ou de qualifications pour encadrer correctement les accouchements. Et après, enfin, donc ça, on en voit un peu moins dans les pays du Sud, même si ça tend à évoluer. Mais enfin, en tout cas, les données biblio sont faibles sur cette partie-là, où toutes les maladies neurodégénératives et ou neurométaboliques peuvent avoir dans certaines formes et certains états d'avancement de gravité des manifestations sous forme d'épilepsie. D'un point de vue épidémiologie, on estime à peu près 70 millions de personnes atteintes de cette pathologie dans le monde et la grande majorité, plus de 80%, vivent dans la zone tropicale. Vous avez sur la carte la répartition des prévalences qui est entre 5 à 7 fois plus importante que dans les pays développés et les pays du Nord. Le continent d'Amérique centrale, Amérique latine et également de l'Afrique subsaharienne sont plus marqués, surtout l'Afrique subsaharienne, avec une médiane à 15 pour 1000, mais une étendue allant de 10 jusqu'à 70 pour 1000. Les chiffres sont un peu plus bas en Asie et on n'a pas encore toutes les réponses à cette différence épidémique. Alors, les raisons de pourquoi on a cette surreprésentation de cette maladie dans les zones tropicales, principalement par l'endémicité des facteurs parasitaires, la toxoplasmose, principalement la neurocysticercose, mais également le paludisme et le neuropaludisme, la toxocarose, les filarioses, et alors c'est un peu moins fort en association dans la description qu'on voit dans la littérature, mais l'onchocercose pourrait être associé. Et je l'ai dit rapidement tout à l'heure, il y a toutes les complications périnatales liées
a principalement des problématiques d'accès aux soins et d'accès à des soins de qualité, et également potentiellement des spécificités territoriales. Sur les caractéristiques propres au Sud, et donc j'aurai bientôt fini sur mon introduction du contexte de l'épilepsie en zone tropicale, on a une répartition des moyens sanitaires qui est insuffisante et des infrastructures inégales, notamment pour le diagnostic. L'outil diagnostique pour l'épilepsie, c'est l'électroencéphalogramme, mais le mieux étant le vidéo-électroencéphalogramme qui n'est pas accessible partout. Et après, pour aller préciser l'étiologie et le diagnostic, notamment pour le choix des thérapeutiques, on a recours à des scanners, voire des IRM, ce qui là limite d'autant plus l'accès à ce type de matériel. Manque de personnels médicaux formés, même si ça évolue et ça tend à aller dans le bon sens, on est quand même loin de la couverture parfaite et idéale. Pour donner un peu un ordre d'idée de la représentation des neurologues, donc les spécialistes qui sont en capacité de diagnostiquer et de traiter correctement une épilepsie, on estime à 1 pour 4 millions d'habitants en Afrique intertropicale. Et en plus, les statistiques sanitaires sont globalement un peu fiables, donc ça rend certaines difficultés pour avoir une épidémiologie robuste vis-à-vis de cette maladie-là. Sur l'aspect politique, alors, on a des instabilités, certes sociopolitiques, qui sont diverses et variées en fonction des zones, mais si on s'intéresse à l'épilepsie, on a peu de pays qui ont placé cette maladie dans leur programme de priorité spécifique national de prise en charge, même si ça évolue. J'étais il y a 15 jours au Bénin et ils ont depuis quelques années inscrit cette maladie dans les priorités pour la population. D'un point de vue thérapeutique, donc la maladie est incurable. La seule forme particulière d'épilepsie qui peut être curable, ce sont les épilepsies partielles, pour lesquelles il y a juste une partie du cortex qui est touchée, et pour lesquelles l'approche chirurgicale par exérèse pourrait amener à une approche curative, mais on est vraiment sur une population très ciblée, et en plus les plateaux techniques qui sont en capacité de réaliser la chirurgie, même en France, ne courent pas la rue. Sur l'aspect médicaments, on a à l'heure actuelle à peu près 28 molécules existantes pour traiter l'épilepsie. Si on regarde dans les pays du Sud, ce qui est accessible et disponible, on n'est qu'à 4 molécules et qui sont les plus anciennes. Le phénomorbital, la phénitoïne, la carbamazépine et le valproate. Et je vais commencer déjà à spécifier sur la population féminine. Le valproate de sodium est principalement problématique dans cette population. Ce sont 4 molécules qui ont un pouvoir tératogène important, mais le valproate est celui qui a la plus forte tératogénicité et pour lequel le traitement des femmes enceintes ou des femmes en âge de procréer est un vrai problème pour des conséquences sur le bébé qui peuvent être importantes sur l'aspect malformatisme, mais aussi sur l'aspect diminution du coefficient intellectuel et troubles de l'envahissement. Il y a également un pronostic sévère beaucoup plus marqué qu'au nord. La fréquence des crises est souvent plus élevée. On peut expliquer ça notamment par des accès au traitement plus complexes, plus difficiles. Il y a aussi le facteur dénutrition qui est soit associé à des gravités plus importantes ou à des formes d'épilepsie particulières. Et là, par contre, c'est une vraie spécificité des pays du Sud, c'est tout ce qui va être brûlure, notamment dans certaines communautés, encore l'usage de foyers ouverts pour cuisiner, où les crises d'épilepsie peuvent amener à des contacts au feu et l'apparition de brûlures importantes, qui sont d'autant plus des éléments stigmatisants, en tout cas identifiant la personne comme malade. Et je vais en parler un peu plus tard de la partie stigmatisation, mais c'est contributif du mal-être de ces patients dans ces zones. Les états de mal épileptique qu'on arrive à globalement bien traiter par des traitements d'urgence dans nos contrées sont difficilement accessibles dans les pays en développement et dans les zones tropicales, ce qui explique une surmortalité plus élevée. Maintenant, pour focaliser un peu plus sur l'épidémiologie féminine, avant d'aller dans le détail de certaines études qui sont intéressées à cette épidémio, on a très très peu de données, ou alors très peu qui sont vraiment
robuste et focalisé sur la population féminine. Alors, il y a plusieurs hypothèses qu'on peut émettre, hein, des méthodes de recrutement, soit de mauvaise qualité, soit hétérogènes, des difficultés de moyens de diagnostic, l'évolution de la définition et de la classification des formes d'épilepsie. On a une surplantation de la forme tonico-clonique avec des tremblements et de la rigidité musculaire pour des formes d'épilepsie. Donc, celle-ci est bien diagnostiquée, enfin, relativement bien diagnostiquée, mais on a très peu de données, ou alors pas suffisamment, sur les formes absences, qui sont aussi une forme généralisée d'épilepsie, mais pour lequel il n'y a pas de tremblement ni de rigidité. Et ces épilepsies-là nécessitent des outils et des éléments de diagnostic qui sont faiblement accessibles dans les pays tropicaux, qui peut expliquer une sous-représentation dans les études. Il y a quand même beaucoup d'initiatives qui existent et qui se sont intéressées. Alors ici, sur ce diagramme, cette carte, pardon, vous avez la représentation, la dispersion, pardon, des programmes interventionnels qui visent à améliorer la prise en charge diagnostique et ou thérapeutique des personnes vivant avec l'épilepsie en zone tropicale. Et on voit qu'il y a beaucoup d'interventions réalisées en Afrique subsaharienne, également en Asie, mais très peu, ou alors elles ne sont pas suffisamment valorisées sous format de publication, en Amérique centrale et en Amérique latine. Alors, sur quelques indicateurs de comparaison entre les hommes et les femmes vis-à-vis de l'épilepsie, sur le sexe ratio, il semblerait qu'on ait une légère prédominance masculine qui pourrait se confirmer dans plusieurs études, notamment des études assez robustes. Mais on a quand même d'autres études qui ne montrent pas cette prédominance. Alors la raison, est-ce qu'il y a une réelle différence ou est-ce qu'il y a des biais méthodologiques et on a une sous-représentation de la population féminine parce que difficulté d'accès à des structures de soins ou des structures de recherche ou une plus forte stigmatisation de la population féminine, et on va le voir tout à l'heure. Si on regarde maintenant de manière un peu plus précise par macro-continent, en Amérique latine, il semblerait qu'il n'y ait pas de différence, mais en tout cas, je n'ai retrouvé qu'une étude ne traitant de la différence de genre sur la prévalence de l'épilepsie. Dans les pays arabes, seulement 3 études rapportaient une prévalence selon le sexe. Et une seule avec une différence significative qui est là par contre marquée entre 8,3 pour 1000 versus 4,7 pour 1000, mais sans réellement d'explication ou de facteur explicatif de cette différence. En Asie, la majorité des études sont orientées sur l'Inde, et on ne distingue là non plus pas vraiment de différence significative entre la prévalence chez l'homme ou chez la femme vis-à-vis de l'épilepsie. Une seule étude a montré un écart un peu plus important, qui est l'étude de Baroucha, mais qui est une vieille étude de 1988 avec un différentiel important, quasiment le double. Et un fait notable, pour commencer à amener certains déterminants, notamment sociaux, les femmes atteintes d'épilepsie qui étaient diagnostiquées épileptiques n'avaient pas le droit, et c'était inscrit dans le droit, de se marier. En Afrique subsaharienne, on a là, par contre, un peu plus de différence vis-à-vis du sexe ratio, avec une prédominance masculine plus importante, mais une grosse hétérogénéité et variabilité entre études, allant de 0,6 jusqu'à 3,8, et une seule montrait statistiquement un écart significatif différent de 1 entre les hommes et les femmes sur la prévalence de l'épilepsie. Donc, au final, si on regarde purement une approche épidémiologique avec des indicateurs épidémiologiques, on aurait tendance à dire qu'il n'y a pas de différence de genre vis-à-vis de l'épilepsie. Si on regarde l'aspect conséquence de cette maladie, on a par contre là plusieurs éléments qui commencent à être divergents, notamment sur la stigmatisation, le mariage, la fertilité, et également la prise en charge. Alors l'étude principale, enfin pas principale, mais la plus robuste méthodologiquement, qui décrit, qui s'est vraiment spécifiquement intéressée à la condition de la femme dans les pays tropicaux atteints d'épilepsie. C'est une étude réalisée en Zambie par le docteur Gretchen Birbuck, qui est neurologue formé aux États-Unis et qui a fait sa carrière en tant que neurologue exerçant en Zambie.
et qui a conduit cette étude. Elle est la représentante de la Ligue internationale de lutte contre l'épilepsie en Zambie. Et cette étude a été faite en 2003 sous format d'approche qualitative, regroupant des hommes, des femmes, des jeunes et des parents d'enfants épileptiques, avec un échantillonnage très robuste en zone urbaine, rurale. Donc, on avait une bonne représentativité du pays et toute la méthodologie qualitative d'évaluation de ces patients était vraiment de très bonne qualité. Alors, sur les résultats qu'on peut observer, ce qui en ressort de la condition des hommes, c'est que ils sont perturbés par la maladie, notamment par le coût. J'ai parlé d'une faible accessibilité des traitements en zone tropicale. C'est plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est le coût, et un coût extrêmement élevé de certains traitements, en tout cas qui est une maladie chronique, donc à prendre tous les jours jusqu'à la fin de ses jours. C'est une charge pour le malade qui est très important, avec des systèmes de prise en charge d'assurance qui n'existent pas ou sont assez défaillants. Par contre, il n'y a pas réellement, exprimé par les hommes, de rejet familial ou d'abandon par les épouses, ce qui n'est pas du tout le cas pour les femmes, hein, où on a des préoccupations majeures et les plus importantes et les plus graves concernent celles liées à la crise d'épilepsie, celles liées à la réponse de la famille et également la perte de leur rôle ou de leur position dans la société. Et je vais détailler un peu plus. Alors, vis-à-vis des crises d'épilepsie, en tout cas en Zambie, et c'est vraiment, je ne veux pas, par la présentation de cette étude, qu'on fasse une généralité de l'ensemble des pays de la zone tropicale, hein, parce que chaque pays peut avoir leur particularité. Dans cette étude-là, il y avait une vraie honte due à la violation d'un des tabous liés à la lignée matrilinéaire, qui était lié à l'exposition de fluides corporels. Lors d'une crise d'épilepsie, on a souvent émission d'urine ou de bave et également de sel. Et donc, ces éléments sont vraiment très tabous et peuvent amener après des perceptions de la population et de la société assez dramatiques vis-à-vis de la femme. Donc, c'est extrêmement mal vécu. Peur du risque d'accident, donc on en a parlé tout à l'heure sur les brûlures, les noyades, qui sont des corvées souvent réalisées par les femmes dans ces communautés et qui peuvent amener donc aux brûlures, mais aussi à des risques de noyade. Et peur sur des violences et agressions. On a une augmentation de la prévalence des agressions sexuelles du fait de l'absence de mari ou d'un protecteur. Les personnes voyagent moins ou alors on s'isole de plus en plus et on a vraiment un isolement social de plus en plus marqué dans cette population. Concernant l'inquiétude liée à la réponse familiale, là, on a cette réponse est fortement associée à la perception de la maladie. On a de temps en temps, et on ne doit pas jeter la pierre systématiquement, on a quand même des foyers qui sont dans le support et de l'accompagnement du malade, mais on a des descriptions, et ça, on le voit dans d'autres pays, notamment, il y a une étude qui a été publiée dans le Lancet Neurology à Madagascar sur la marginalisation et même le rejet de ces femmes. Pour exemple, donc, sur l'étude du docteur Radzi Mazafi à Madagascar, dans 2 villages, les patientes épileptiques sont enchaînées aux arbres du village pour éviter de toucher les gens, parce qu'il y a une perception et une conception de la maladie très surnaturelle, contagieuse, et qui sont des mauvaises représentations, mais qui amènent à une stigmatisation, voire une ségrégation importante des malades. Il nous reste 1 ou 2 minutes. Hein. C'est très, très intéressant, mais pensez au temps. OK. Donc, je vais essayer d'accélérer un peu plus. Donc, je passe du coup cette partie-là. La plupart, donc, du coup, excuse-moi, ça m'a un peu perturbé. Oui, donc je vais finir sur cette étude. C'est la seule étude, en tout cas, qui s'est intéressée à décrire des déterminants spécifiques concernant la femme atteinte d'épilepsie, et notamment au recours à des systèmes de soins primaires qui est diminué, à une moins bonne sécurité alimentaire et une augmentation des agressions sexuelles. Uniquement l'approche qualitative méthodologique a permis d'obtenir ces résultats, mais bien sûr, il reste encore à le confirmer ou alors à l'observer dans d'autres situations et dans d'autres pays.
Très rapidement sur cette diapo, dans une autre étude en Inde, il s'était intéressé au fait de est-ce que les femmes partageaient avec leur époux la condition de la maladie épileptique ou non. Et ils ont décrit que lorsque la femme partageait l'information de l'épilepsie avec son mari, il y avait plus de chances d'être soutenue par, en tout cas, les enfants et ou le mari. Donc, c'est quelque chose qui est déjà divergent de ce qu'on peut observer dans certains pays africains. Mais c'est plutôt encourageant pour la femme. Bon, la fertilité est fortement diminuée également chez les femmes atteintes d'épilepsie. Les raisons peuvent être multiples, mais on n'a pas d'études qui donnent des éléments très spécifiques. Principalement, ça peut être moins de mariage, des troubles menstruels modifiés, perturbés par notamment les médicaments, une pression sociétale importante et également des représentations de contagion et de transmission à l'enfant de la maladie importante. Donc ça, j'avance rapidement là-dessus. Et donc, au total, si on conclut on a peu de connaissances qui sont vraiment focalisées sur la femme. On a des épidémiologies très descriptives uniquement sur la prévalence. On a quelques infos sur le stigma, les conséquences psychosociales et la fertilité, mais on a beaucoup d'inconnus surtout, notamment sur l'incidence, sur les facteurs étiologiques spécifiques ou les facteurs déclenchants spécifiques qui ne sont en tout cas pas décrits à l'heure actuelle ou pas correctement décrits. Et ma dernière diapositive sera celle-ci pour faire également un peu le lien sur la population pédiatrique. Il y a une forme, alors qui n'est pas nouvelle, mais pour lequel la communauté scientifique s'intéresse de plus en plus, c'est le nodding syndrome, c'est le syndrome du hochement de tête, qui est une forme particulière d'épilepsie. Et on n'explique pas bien, donc elle n'est pas très peu, voire pas du tout décrite dans les pays développés. Et elle semblerait associée à des zones endémiques d'onchocercose, mais on n'a pas encore l'explication réelle du lien entre les deux, ni de l'étiologie fondamentale de cette maladie. Et la dernière étude qui est sortie en mai 2022, donc là, on est assez à jour sur ce données-là, qui décrit sur les jeunes filles atteintes de Nodding syndrome une situation vraiment dramatique, notamment d'isolement et de stigmatisation. Et tout ce qu'on a décrit avant était fortement marqué, voire exacerbé dans cette population atteinte du Nodding syndrome. Merci beaucoup pour votre attention et désolé si j'étais un petit peu long.